Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans Un Grand Angle, votre espace de décryptage et de débat au cœur de l'actualité nationale. La Guinée vient de franchir une séquence politique majeure avec l'organisation du référendum constitutionnel du 21 septembre et de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Deux rendez-vous électoraux décisifs qui ont mobilisé les institutions, les acteurs politiques, la société civile et les citoyens et qui appellent aujourd'hui à une lecture rigoureuse, lucide et responsable. Au-delà des résultats de ces scrutins, pose la question de la crédibilité du processus électoral, de la transparence des opérations de vote, de la gestion des contentieux et surtout des enseignements à tirer pour consolider durablement la démocratie guinéenne. Pour en parler, Grand Angle reçoit ce soir Dr Sékou Kouressi Kondé, directeur général de l'Observatoire national de supervision du référendum en Guinée, ONASUR en abrégé. Avec lui, nous analyserons les forces et les faiblesses observées lors de ces consultations électorales, le rôle joué par les mécanismes de supervision indépendante ainsi que les perspectives qui se dessinent à l'horizon des élections législatives et communales attendues comme une nouvelle étape clé du retour à l'ordre constitutionnel. Il sera sur ce plateau dans la deuxième partie de l'émission. Et puis, dans notre focus, nos chroniqueurs reviendront sur la rencontre entre le président de la République, le président Mamadi Doumbouya et les acteurs du secteur privé. Un échange qualifié de franc et constructif qui s'inscrit au cœur des enjeux de transformation économique, de création de richesses, d'emploi et de développement durable. Quelle place pour le secteur privé dans la nouvelle dynamique économique de la Guinée? Quelles attentes et quelles responsabilités partagées entre l'État et les investisseurs? Autant de questions essentielles que nous allons examiner ce soir sur ce plateau, ici avec nos chroniqueurs déjà bien installés. Safiatou Kondé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David, merci beaucoup. Bonsoir à tous et très bon début à tous. Ce soir, je pense à cette famille qui a perdu la vie lors d'un incendie en Haute-Banlieue, notamment à Sanoya, si j'ai bonne mémoire. Et paix à leur âme. Et l'enterrement s'est passé hier. Il y avait du monde. Et une forte mobilisation. Encore une forte mobilisation parce que c'est triste. C'est vrai, ce n'est pas la première, ce n'est pas la deuxième ni la troisième fois que cela arrive à Conakry, en Guinée. Mais c'est déplorable, c'est en fait trop. On a l'impression que quand ça arrive, on dit c'est des courts-circuits, c'est un incendie, c'est un accident. Et puis après derrière, c'est fini, on oublie, on tourne la page et la vie continue. Même si ce n'est pas pour condamner qui que ce soit, mais on doit savoir d'où. Mais il faut qu'on prenne en plus des dispositions pour éviter que ça continue. Parce qu'on a eu tellement de cas d'incendie qui ont endeuillé les familles, des familles en Guinée. Il faut savoir d'où le mal vient. Est-ce que ce sont nos installations dans nos demeures? Est-ce que ce sont nos installations? Est-ce que c'est le fait de nous cadenasser, mais complètement parce qu'on a peur d'être attaqué par des bandits? Qu'est-ce qui ne va pas? À quel niveau ça coince? Je pense que l'enquête peut-être peut porter sur cela. Pour qu'on puisse sûrement connaître les causes de ces différents incendies, ces incendies récurrents qui continuent encore à endeuiller les c'est juste triste et voilà. Il faut que ça s'arrête maintenant. Trop de pertes en vie humaine. Idrissa Cissé, bonsoir et bienvenue Bagui. Oui, bonsoir David Djambono, bonsoir aux millions de téléspectateurs. Je suis un peu la logique de Safi, Madame Camara. C'est vrai, c'est déplorable les pertes en vie humaines. Oui, mais après, la grosse question, quelle est l'efficacité des sapeurs-pompiers? Je ne suis pas en train de jeter du noir sur ce qu'ils font comme boulot, mais je ne me rappelle pas, je ne sais pas si quelqu'un peut se rappeler sur ce plateau pour dire qu'il y a eu incendie. Là où il y a eu intervention des sapeurs-pompiers. En un temps record, si c'est arrivé, on peut compter du bout des doigts. Je me dis qu'il faut, oui, c'est vrai que la fréquence. Une école ici. J'étais à Madina, je crois. Oui. Je crois à Dixina, quelque chose. Alors, on avait dit que les sapeurs-pompiers étaient arrivés. Oui, arrivé, il y a eu un problème d'accès par rapport à la zone où l'incendie s'était déclaré. Au fait, c'est cela le souci, c'est cela l'inquiétude. Pourquoi on a du mal
à organiser, à mettre en place un bon mécanisme qui permet au moins de frôler le pire, parce que le feu, quand c'est un départ, on peut maîtriser. Mais si, dès que la flamme s'attaque complètement à toute la maison, c'est compliqué, quel que soit ce que vous faites comme effort, quel que soit ce que vous avez comme instincteur, c'est difficile. Il faut faire recours à ces spécialistes, il faut faire recours à ces sapeurs-pompiers. Pour celui qui connaît le plus souvent les sapeurs-pompiers, quand vous appelez d'abord, nous, au niveau des citoyens, on a du mal à avoir le bon numéro, la bonne adresse pour entrer en contact avec eux. Je ne sais pas s'ils sont... Je ne sais pas, peut-être que c'est le seul qui le savait sur ce plateau. Non, tout le monde doit le savoir. Oui, je dois le savoir, mais elle le sait. Voilà. Et après, si on le sait, quelle est l'efficacité, la promptitude avec laquelle les agents réagissent, je me dis, au-delà de tout, il faut mettre en place des mécanismes. On ne manque pas d'imagination. Il faut mettre au moins des mécanismes pour permettre à ces sapeurs-pompiers d'intervenir chaque fois qu'il y a urgence. Si le sapeur-pompier, s'il y a incendie à la Camayenne par exemple, et qu'il faut faire appel à Topaz, ou bien il faut faire appel aux sapeurs-pompiers de l'aéroport, vous voyez le temps avec le trafic, ce que ça fait. Je me dis, c'est un problème. Des fois, ils vont vous dire non, on n'a pas de carburant. Il n'y a pas d'eau. Ça passe pas. Ok, ça passe clairement. Oui, c'est lui qui a la réponse. C'est lui qui a la réponse à tout ce qui ne va pas. C'est le monsieur Moïse. Oui, mais après, tu ne peux pas nous empêcher de dire ce que nous-mêmes, de relater. Tu ne me vois pas. Tu me vois où? Tu me vois où? Oui, laisse-moi tomber, me casser la main. En attendant, si je glisse, en attendant, si je glisse, je tombe, je me casse le bras, c'est mon bras. Après, tu auras le temps. Je n'ai pas besoin de ça. Ce que je veux dire, il faut qu'on essaie de mettre en place un bon mécanisme qui peut permettre à ces sapeurs-pompiers d'intervenir au moment opportun. C'est vrai, les incendies, ça peut arriver à n'importe quel moment. Je le dis, chez nous, peut-être la fréquence est beaucoup plus élevée. On ne sait pas les causes, c'est quoi. Mais après, quand il y a catastrophe, quand il y a incendie, que ces sapeurs-pompiers, qu'ils interviennent, qu'on puisse dire oui, aujourd'hui, il y a eu drame à ce niveau, alhamdoulilah, les sapeurs-pompiers sont venus. Ils ont fait le boulot et ils ont sauvé des vies. Très malheureusement, ça n'arrive presque pas. Mamadou Alimou, soirée, bonsoir, tout cela, ça vous inspire. Bonsoir d'abord. Bonsoir à David, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, pour moi, si on dit que c'est un court-circuit, on a préparé l'esprit des gens pour dire que ça c'est normal. Parce qu'il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête. Et quand tu demandes EDG te dit c'est jusqu'au niveau du transformateur que nous on envoie. Le reste revient à la responsabilité de la famille. Mais est-ce que également cette famille n'est pas sous la responsabilité? Attends, ça veut dire que du transformateur à la maison maintenant c'est David Diomouno qui doit normalement c'est David Diomouno qui doit envoyer l'installation au niveau du poteau jusqu'à la maison de David. Mais est-ce que également... Les installations c'est moi qui fais. Mais du poteau qui vient dans l'installation. C'est pas moi qui dois. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, EDG dit non, nous on envoie jusqu'au niveau du poteau. Le reste là, c'est le propriétaire de la maison qui est là. Mais est-ce que également ces populations ne sont pas sous la responsabilité de l'État? Si ça arrive, 1, 2, 3, est-ce qu'on ne doit pas voir quelle est la qualité de fil qu'on est en train d'utiliser? Qu'est-ce qui est à la base de ça? Il ne faut pas, c'est-à-dire, jeter la responsabilité pour dire non, nous on envoie... À partir de là, on comprend que la responsabilité des fois est partagée. Il faut aller voir pour ceux qui importe ces câbles, enfin ce matériel électrique là. Ce matériel, et celui qui est en train d'installer, et surtout la disponibilité et tout ce qui s'ensuit. Je pense à ce niveau, il faut qu'il y ait des enquêtes. Il ne faut pas que EDG dise seulement c'est au niveau du poteau, après ça se finit. Est-ce que c'est au niveau du poteau qu'ils viennent pour demander les factures? C'est parce qu'il y a le courant dans la maison qu'ils demandent la facture. Absolument. Mais après, si toutefois il y a le courant, on demande là-bas la facture. Mais s'il y a des problèmes, on ne vient pas pour dire que oui, on n'assume pas les responsabilités. Moi, je pense à un moment donné, il faut qu'on arrête ça. Mais c'est juste une irresponsabilité. Pourquoi? Parce que quand on parle courant, gestion du courant en Guinée, c'est EDG. Normalement, EDG doit inclure dans sa feuille de route, je ne sais pas à quoi Alpha s'apprête, EDG doit mettre dans sa feuille de route des maisons. Non, je ne peux pas l'oublier. Moi, le souci, je ne sais même pas. Pour conclure, je me dis que EDG doit pouvoir mettre ça dans sa feuille de route. C'est-à-dire les bâtiments, les installations qui ne répondent pas. Parce qu'après,
après, le courant que les bâtiments consomment, c'est le courant que EDG gère. Oui. Toi, David Djambouno, journaliste, c'est pas à toi de dire non. Tu connais rien. Oui. Si j'ai construit une maison, j'ai mis, normalement, je ne vais même pas avoir les services de quelqu'un qui n'est pas agréé par EDG ou par un service compétent pour dire oui, Safia Toukonde a les capacités d'installer une maison. Il faut que j'ai cette certitude parce qu'après, s'il faut faire recours à Alpha qui ne maîtrise absolument rien dans ce qu'il fait, ça devient une complication pour nous, citoyens. Non, mais c'est juste un exemple. Alpha, il faut saisir la balle au rebond. Heureusement que je suis là pour tempérer cette émission. Oui. Parce que vous savez d'abord, nous les journalistes, c'est moi, hein, c'est pas Alpha. Nous les journalistes, nous ne devons pas parler avec le cœur. Et je sens beaucoup de passion. Voilà, beaucoup de passion. Comme il le fait maintenant. Dans les dires de mon cher Cissé et bien d'autres. Oui, vous savez, nous sommes dans un pays, excusez-moi, où on veut demander à l'État de venir même changer les pampers des enfants à la maison. Ça ne peut pas marcher comme ça. À un moment donné, ce n'est pas l'État qui va venir te dire que le chargeur que tu branches, que tu laisses H24 branché, allumé, là, qui va chauffer et qui peut constituer un départ de feu, il faut le débrancher. Alpha. Non, attendez, je vais terminer, s'il vous plaît. J'ai écouté tout le monde. Mais je suis là quand même pour relancer les j'ai écouté tout le monde. C'est pas l'État de te dire que ton téléviseur que tu ne débranches jamais, là il faut le débrancher, que ton frigo que tu ne débranches jamais, là il faut le débrancher. Qu'il faut choisir des câbles électriques plus ou moins dans les normes et quelqu'un qui est plus ou moins reconnu, ne pas toujours prendre le moins 10 ans en termes de prix pour installer, pour te faire l'installation où tu dois donner. Qui est certifié, moi, qui n'est pas certifié? Comment on peut le savoir? Il y en a qui sont il y a aujourd'hui des électriciens qui ont des équipes qui travaillent par-ci, par-là, bon, on ne rentre pas trop dans ça. Moi, je sais que si tu veux faire le bon boulot, tu sais où aller acheter. Il y a la qualité. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de catégories de câbles, tout le monde sait que ce sont les meilleurs. Quand tu viens, on va dire ça c'est 10 000, ça c'est 15 000, ça c'est 20 000, ça c'est 50 000. Et puis vous laissez passer ça. Non, laissez-moi juste terminer. Je vais te relancer. Je voudrais... Tu as dit que nous sommes dans un pays où les gens pensent que c'est l'État qui doit changer même les pampers des enfants à la maison. Oui. Mais en attendant, l'importation des pampers, ça, qui doit assurer qui doit réglementer. Vous me laissez juste si on fait rentrer n'importe quel pampers, le citoyen qui se trouve dans un coin de nous, je suis d'accord avec vous, mais moi quand je viens payer des câbles, on me dit que ça c'est 5 000, ça c'est 10 000, ça c'est 20 000. Je demande pourquoi. On va t'expliquer. Vous savez, en principe, pour l'installation dans les maisons, et bien au-delà, à un moment donné, tout le monde a accusé. Oui, le courant est revenu, c'est par-ci, le courant était fort. C'est tellement facile, on a tellement accusé EDG dans ce pays. Et là où une famille peut dormir jusqu'à perdre la vie, ce qui est regrettable, ce qui est très dommage. Mais comment vous voulez que les gens appellent les sapeurs-pompiers à temps? Ce qui arrive chez nous, dans la majorité des cas, parce que moi j'ai eu la chance de m'intéresser un peu au sujet où même les sociétés privées se plaignaient souvent du retard. C'est quand on voit que le fait est devenu incontrôlable, que l'on pense à appeler. Oui, c'est vrai, il faut qu'il y ait des efforts du côté de la protection civile pour communiquer sur les numéros, mais aujourd'hui même, quand vous regardez la capitale, on parle d'accès, d'adresse. Quand il y a du feu dans n'importe quel quartier de Conakry, souvent même c'est difficile d'indiquer, oui c'est à tel. Le travail, le problème il est entier. Moi je ne voudrais pas qu'on voit ça sous l'angle de câbles ou DDG ou de... Mais quand ça devient récurrent, ce que je veux dire, c'est tout un ensemble. Des services de protection jusqu'aux citoyens, chacun doit jouer sa partition et avoir sa responsabilité. Cet ensemble-là, l'État. Non, cet ensemble-là, l'État appelé comme vous voulez. Ce qui est important, c'est que moi, quand je dois sortir de chez moi, je dois me rassurer que tout est débranché. Quand je dois me coucher avec ma famille, je dois me rassurer que tout a été débranché. Si je dois... Pas forcément. Pas débrancher les choses. Non, juste avec la chambre actuelle. Attendez. Quand je dis tout est débranché, je ne veux pas parler d'un climatiseur qui vous donne la fraîcheur à la maison. Je veux parler du chargeur que vous avez laissé, de la télévision que vous avez laissé, que vous n'utilisez pas. Le climatiseur, tant qu'il est opérationnel... Vous entendez, on a l'impression que les cas d'incendie qu'il a eu, c'est parce que le téléviseur, le chargeur... Pas toujours. Je suis en train de vous dire que le problème, il est entier. D'accord, en attendant, il n'y a aucun spécialiste en enquête criminelle ici pour dire que le départ du feu, c'est EDG ou ceci ou cela. C'est un problème entier. Et quand le feu est là, dans un quartier, parfois, c'est difficile d'expliquer. Ça, on est d'accord. C'est pour vous dire que le problème est entier. Et le raccourci que si ça veut prendre, si on suit ça, on va continuer à avoir des incendies. Vous avez dit tout à l'heure, il y a des câbles
câbles électriques, vous avez dit 5 000, je prends les mêmes exemples, 10 000. Mais ça, ce n'était qu'un pan du problème. Oui, c'est un pan du problème. Mais ce pan du problème, il faut déjà le corriger. Je suis d'accord. Il faut déjà le corriger. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est un problème entier qui nécessite. On a une structure qui gère le courant qu'on appelle EDG. Si EDG. Ça n'a rien à voir avec si les agents de EDG vont au marché, si les agents de EDG, si les spécialistes Alpha, si les spécialistes qui connaissent bien les. Laisse-moi placer juste un mot. Un instant. Non, c'est pas un raccourci. C'est pas un raccourci. Lorsque les spécialistes vont au marché, ils constatent dans d'autres pays, quand on vient, les spécialistes viennent. Je prends l'exemple des chaussures. On voit par exemple un câble qui ne colle pas. Je place un mot. Je comprends pas. Non, je place juste un mot. Si les spécialistes vous disent que ce câble-là, ça peut péter d'un moment à l'autre, il appartient à l'État de retirer ça du marché. Ça, ce n'est pas le travail des DG. Non. Au-delà de tout ça, c'est le travail d'un ministère mais c'est ce ministère-là, on veut dire justement. C'est un ministère, d'accord. Je suis d'accord. Peu importe le ministère, mais ce ministère appartient à un gouvernement. Je suis contre qu'on mette toujours le focus sur EDG. Non. Quand on parle de courant, on ne veut pas parler de ça. Voilà donc. Non, David, non, non, on n'a pas dit non. On a juste abordé. C'est un problème entier. Mais il y a des aspects. On est d'accord. Ils veulent pencher toujours à gauche. Oui, ça fait tout. Vous avez fait une affaire, je sais pas. Ouais, allez-y. Non, on n'a fait pas une affaire. Non, mais il y en a qui veulent l'accuser. Non, on n'accuse personne. On pose juste le problème. Moi, je pense que je rejoins un peu Alpha. Le problème, il est entier. Ça, on est d'accord là-dessus. Partez aujourd'hui, voyez un sapeur-pompier qui arrive dans les bouchons de Conakry. La fois dernière, moi, j'ai été témoin. Tu sens on est d'accord là-dessus. La polémique n'est pas à ce niveau. Il a eu du mal à se frayer en chemin. Ça, on est d'accord. Il y en a même qui refusent de céder carrément. Ça, on est d'accord. Et deuxièmement, l'accès dans les quartiers, c'est autre chose. Ça, on est d'accord. Déjà, l'incendie est fait. Oui. Mais moi, je parle de l'intervention des sapeurs-pompiers. Ils ont assez de problèmes par rapport à l'accès. On est d'accord. Et ce qui se passe aussi, vous voyez aujourd'hui un salon qui est bien monté avec tous les objets décoratifs qui sont dans le salon. Vous savez, individuellement pris, il n'y a pas de problème. Mais le tout ensemble, c'est un grand cocktail qui peut attiser le feu. On est d'accord. La responsabilité des citoyens aussi n'est pas totalement neutre. Ça, on est d'accord. Je vais vous dire que le problème de qualité, ce n'est pas seulement au niveau des câbles. Les fauteuils que nous envoyons aujourd'hui dans nos salons, on est d'accord, tout ça. Avec des mousses et tout. Oui. Voilà, moi je pense que... Tout ça. Je pense que ce problème, il est entier. Prenons-le ainsi en attendant d'avoir un spécialiste sur le plateau. Il est entier, c'est à tous les niveaux. Oui. C'est à tous les niveaux. On accuse. En fait, c'est toute une chaîne. Mais le spécialiste, il viendra vous parler d'un pan du problème. Il ne viendra pas de parler d'un pan du problème. Parce qu'il y aura des problèmes. Non, pas du tout. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette thématique. On a un autre sujet, la rencontre. On va juste corriger une petite erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. C'est vous qui êtes en train de prendre l'eau. Il faut que les téléspectateurs qui nous suivent, il faut qu'ils sachent que quand tu vas au marché, on te demande le prix des câbles, c'est pas parce que ce câble coûte plus cher que c'est le bon câble. Faites-vous toujours accompagner par un spécialiste. C'est ce qu'il a raconté. Non, c'est ce que tu as raconté ici. Quand tu viens payer... Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à notre introduction. Alpha, c'est fini. Non, si vous ne connaissez pas la qualité, payez ce qui est plus cher. Et toi, tu connais la qualité, non? Si tu ne connais pas la qualité, payez ce qui est plus cher. Ok, je pensais que tu t'adresses à moi personnellement. Non, c'est juste une façon de dire... Ok, j'ai compris. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à notre introduction. Est-ce qu'il y a déjà la réaction des téléspectateurs? Vous n'avez même pas donné le numéro. Oui, mais déjà, ils connaissent le numéro par cœur. Quand Alpha est sur le plateau, ça devient des fois... Voilà. Je rappelle que vous pouvez nous suivre en direct sur l'application RTG officielle, sur notre page Facebook ou la chaîne YouTube Grand Angle ou encore sur www.rtgguinée.info en différé sur TikTok et Instagram Grand Angle. Pour nous joindre, vous pouvez nous écrire à notre adresse email grandanglertg@gmail.com. Ça s'affiche d'ailleurs au bas de votre écran. Vous pouvez nous envoyer des messages au 627 53 09 99 627 53 09 99. Si vous êtes à l'étranger, vous ajoutez le code de la Guinée, à savoir le 00224. Voilà pour notre plateau. Dans un instant, on va parler de la rencontre du chef de l'État avec le secteur privé. Focus sur l'actualité.
Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De la politique à l'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale. Les chroniqueurs du Grand Angle vous donnent les clés pour décrypter les faits et gestes qui rythment notre monde. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De retour donc sur ce plateau pour parler de notre focus. Le focus est la rencontre du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, avec le secteur privé. Ali Moussoari, je vais commencer par vous. Beaucoup de choses ont été dites, mais les principales, c'est surtout l'engagement du chef de l'État à ce que les pouvoirs publics puissent instaurer un climat des affaires sain. Un climat sain dans notre pays, ça pourrait encourager non seulement les activités du secteur privé, mais ça pourrait aussi encourager d'autres bailleurs de fonds à l'étranger à venir investir dans notre pays. Je crois que ça, c'est une bonne assurance donnée. C'est d'abord l'épine dorsale du business dans un pays, le climat des affaires, parce que les investisseurs, s'ils ne sont pas rassurés, ils ne viendront pas dans un pays. C'est pourquoi, beaucoup plus, on évite les pays en transition, parce que c'est moins rassurant. Ouais, ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, aujourd'hui, l'implication du président de la République va au-delà de la volonté du gouvernement d'aplanir, c'est-à-dire les choses. Pourquoi? Parce qu'à chaque mois de Ramadan, ou en tout cas carême chrétien, on parle de la flambée des prix. Pendant ce temps, pendant 11 mois, le prix est stable et c'est à l'approche d'un mois sain que les prix commencent à grimper. Et le président même a fait ce constat. Et il a pris à bras le corps parce qu'avant, c'était le ministère du Commerce qui venait signer des protocoles d'accord avec les opérateurs économiques, ce qui ne se répercutait pas sur le marché. Mais aujourd'hui, le président de la République a pris l'engagement d'abord d'instaurer un climat d'affaires. Oui, mais est-ce que les opérateurs économiques ont toujours besoin d'avoir en face le président pour pouvoir dire... Non, il y a un ministère qui est là, qui est chargé. Oui, vous savez, il y a des lois qui régissent. Il n'y a pas besoin toujours d'être en face du président. Il faut être d'accord avec moi. Le problème, c'est à plusieurs, c'est transversal. C'est un problème transversal. Pourquoi? Parce que si vous... De toute façon, c'est que le ministre viendra dire devant les opérateurs, ça ne viendra pas de lui-même, ça viendra du gouvernement. L'une des décisions qui a été prise, c'est cette levée de Sirestari au niveau du port. Parce que vous savez, ça, ce sont les frais dus pour dépassement de délai de séjour d'un navire dans le port. Et si, par exemple, un navire, qui a le riz, arrive, et la priorité, c'est le carburant. C'est le carburant qu'on va dépoter d'abord. Et si toutefois, eux, ils dépassent, ce sont les consommateurs qui sont en train de prendre les coûts pour les opérateurs économiques. C'est ce qui fait ça. Et l'État a décidé cette fois-ci, à l'issue de cette rencontre, non seulement a fait ça, mais également d'ouvrir le port 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, ce sont des décisions majeures allant dans le sens d'améliorer un peu le climat des affaires de ce côté. De l'autre côté, et de soulager le panier de la ménagère. Et lui-même, il a pris à bras le corps pour dire désormais il n'y aura pas de protocole d'entente qui sera signé sans qu'il ne soit informé. Avant, on ne connaissait pas qui était en train de signer ce protocole d'accord, avec qui, et il veut vraiment casser le monopole. C'est ce qui fera avancer les choses. Oui, Idrissa, autre sujet à aborder à l'approche du mois de pénitence pour les musulmans et les chrétiens. Le chef de l'État a demandé l'allègement du panier de la ménagère. Il a demandé aux opérateurs économiques de faire des efforts. Mais à l'État aussi, Alimou parlait de Sirestari, annulé finalement. Je crois que le gros du problème existe à ce niveau. Beaucoup ne savent pas, beaucoup ne comprennent pas pourquoi à l'approche du mois de Ramadan, du mois 5 de carême, qui a encore augmentation du prix. Les économistes vont vous dire que c'est parce que la demande augmente. Non, c'est très simple. Vous avez vu? Pourtant, il n'a pas Alpha, tu attends. C'est comme ça commence. Et puis ça fait surprise. Au fait, pourquoi beaucoup ne comprennent pas? Pourquoi beaucoup ne comprennent pas? C'est vrai, chez nous, on a toujours des chefs d'État, des présidents de la République qui sont vraiment soucieux du vivre des citoyens. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas seulement cette volonté. Au fond, j'ai l'impression qu'il y a des vrais problèmes qui ne sont pas remontés sur la surface, que beaucoup ne comprennent pas peut-être.
que ceux qui sont, en tout cas par rapport à ce secteur, ceux qui sont directement liés au président ne lui disent pas qu'est-ce qui ne va pas. Les vrais acteurs du terrain ne rapportent pas les choses. Un exemple, je vous donne un tout petit exemple. Il n'y a pas un opérateur économique maintenant, en tout cas qui est bien opérationnel, qui n'est pas dans des difficultés. Ce n'est pas plus souvent qu'ils n'ont pas la volonté de vendre moins cher. Mais comme un opérateur économique peut vendre moins cher, par exemple, quand il a ces marchandises qui sont bloquées au niveau de la haute mer ou que les bateaux ne peuvent pas venir au niveau du port autonome pour décharger. On dirait par exemple, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand les bateaux arrivent, ils ne peuvent pas venir jusqu'au niveau du port pour débarquer les marchandises. Toi, opérateur économique, tu es obligé de louer un autre bateau qui va rejoindre ce bateau pour dépoter tes marchandises, mettre dans ce bateau, ramener au port et puis débarquer. Ça fait déjà un coût. Tout cela, c'est des problèmes. Donc, il faut travailler sur le port. Ça, c'est des réalités peut-être. On n'a pas, peut-être qu'on n'est pas au courant, mais on n'a pas la solution immédiate. Il faut qu'on explique cela un peu aux populations, aux décideurs, pour qu'on sache, parce qu'après, certains de ces opérateurs économiques, ils ont leur famille ici. Ce n'est pas souvent à leur avantage que les produits montent, mais quand tu es face à cette situation, comment tu vas en faire? Et puis un autre problème qu'on est en train de... On estime que c'est la solution, mais ça crée beaucoup plus de problèmes. Cette affaire de manque de liquidité dans les banques. Aujourd'hui, il y a plus de coffres forts dans les maisons que de comptes alimentés dans les banques. Il faut qu'on essaie de trouver une solution. Attention avec les incendies dont on parlait à l'instant. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas ce que je suis en train de... C'est pas ce que je suis... Non, on n'encourage pas, oui. Loin de tout ça. Mais si le système qu'on veut vraiment expérimenter, ne pas laisser la liquidité circuler, on n'a pas atteint ce niveau pour que la machine puisse marcher sans à l'heure. Je me dis qu'il faut pas court-circuiter les étapes. C'est vrai, des problèmes. Les opérateurs économiques, ils ont des sérieux problèmes, au-delà des suressaries, au-delà de tout ce qui peut, mais il y a des problèmes qu'on essaie, que le ministère du Commerce parle 4 sur table, qu'on dise c'est quoi le problème. Mais là, c'était le chef de l'État. Oui, le chef de l'État. Je vous dis, David, je sais ce que je vous dis. Il a dit qu'il va améliorer le climat des affaires. Oui, mais après, l'un des problèmes, peut-être qu'il ne sait pas ou on lui a pas dit directement. C'est cela on appelle le climat des affaires, Idrissa. Oui, mais après, je sais ce que je vous dis avant d'être sur ce plateau. Vous voulez parler de l'application de ce qui a été dit. L'application ne va pas manquer. Mais après, si les bateaux ne peuvent pas accoster au niveau du port pour débarquer les marchandises, toi, David, opérateur économique, ton navire est là, il attend. Il faut chercher un autre bateau pour aller chercher tes marchandises. Ça, c'est déjà un coût. Et qui va payer les frais? C'est les consommateurs. Safiatou, vous êtes la seule femme sur ce plateau, vous allez au marché, panier de la ménagère, la rencontre du chef de l'État avec le secteur. Je commence par où il a terminé, qui va payer les frais, c'est les consommateurs. Et déjà, ça commence. Vous savez, quand il y a rareté dans les marchés, et automatiquement, il y a la flambée des prix. Et ça commence. Aujourd'hui, vous allez au marché, il y a beaucoup de denrées que vous ne trouverez pas sur place. Allez faire le tour, en tout cas jusqu'à ce que j'arrive sur ce marché-là, sur ce plateau-là. J'étais au marché, il n'y a pas d'oignon. Vous allez demander l'oignon, le sac d'oignon partout. Les oignons sont importés? Bien sûr. Ouais. À 100%. Oui, bien sûr. Et nous envoyons parfois même du Mali. Moi, je pensais que quand c'est le Mali, il n'y a pas de bateau. Non, c'est pour vous dire. Nous envoyons même du Mali. Ça fait dire que vous allez peut-être que c'est dû à ce problème que Sissi est en train de donner par rapport au port et tout. Je ne sais pas. Mais à chaque fois qu'on annonce le Ramadan ou le carême, il y a cette histoire. Pourquoi? Je ne sais pas où ça coince, mais il y a un problème quelque part. Ce qu'il a dit, je le rejoins, peut-être qu'il y a un problème, mais qu'on ne relève pas, qu'on ne remonte pas au président de la République. Il a mais ils avaient l'occasion, là, ils étaient directement face à face au premier décideur. Face à face, ne jouez pas au cachette, ne jouez pas au cache-cache devant le président. Il est là pour ça, il vous a appelé pour. Pourquoi ne pas tout étaler? Donc il faut déballer tout. Il faut déballer. Justement, il faut si c'est l'administrateur qui est au sacre, tout de suite, la décision tombe. Les points qui sont là, c'est vrai, ça rentre dans le cadre du climat des affaires et tout. Mais je vous jure que ça ne suffira pas. Il a la volonté de le faire. Il va le faire. On va mettre tous ces points-là en application. Mais vous verrez que ça va encore coincer. Où se trouve le problème? Et à chaque fois, c'est ainsi. Et aujourd'hui ou demain, demandez à madame d'aller au marché. Elle viendra vous faire le contrôle. Lui, il n'a qu'à faire un tour au marché. Je m'arrête là. Si je vais au marché, ça va augmenter. Ça, je n'en doute pas. Parce qu'on me verra, on dit, ah, c'est lui. Non, même pas ça. Un citoyen lambda, même pas un journaliste, un citoyen lambda.
qui se lève, va au marché, verra le coup. D'accord. Alpha, est-ce que vous espérez quand même à l'issue de cette rencontre? Oui, moi je pense d'abord qu'on simplifie tellement le problème. Quand vous écoutez, il est un peu simpliste et il cherche tout de suite à accuser le port encore une fois. Oui, notre port, il ne répond pas aujourd'hui à la demande. Ses capacités sont nettement en deça de la demande. Ce n'est pas une accusation. Mais il ne faut pas mettre le focus que sur ça. On nous a parlé par exemple du port en eau profonde qui pourrait arriver du côté de Forêt-Caria. Ce serait bien parce que Alpha, le ramadan c'est après-demain. Oui, non, attendez, je vais finir. Quand on parle d'amélioration du climat des affaires, ce n'est pas que pour ce ramadan-là. C'est pour tous les ramadans qui vont arriver, c'est pour tous les carèmes qui vont arriver, c'est pour une vision stratégique de 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Donc ne simplifiez pas en disant non, attendez, je vais venir au cas des denrées de première nécessité. Oui. Mais c'est pour vous dire quand on parle d'opérateurs économiques et d'hommes d'affaires, de secteur privé, ce n'est pas que le riz ou l'oignon. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est tout ce que nous produisons, c'est de vos avis à la menthe et tout. Voilà. Donc il faudrait bien qu'on comprenne comme ça. Quand on parle d'amélioration du climat des affaires, c'est vraiment des taxes, par exemple, amoindries pour les 2 premières années d'installation d'une entreprise. C'est un peu ce type d'amélioration qu'on voudrait apporter dans le climat des affaires. Pour parler de l'arrivée de du mois 5, il n'y a pas de magie. Vous savez, l'économie, tout ce qui est lié à l'offre et à la demande, il y a une loi très simple. Si on ne constitue pas un stock suffisant pendant cette période de forte demande, il n'y a pas de magie. Vous pouvez rencontrer, si vous voulez, le pape, les prix vont monter. Le pape. C'est terrible, Alpha. Oui, quelques réactions des téléspectateurs et puis on reste à notre invité. Bonsoir à tous. Dans de nombreux logements anciens, les installations ne sont pas aux normes. Les câbles usés ou mal isolés peuvent chauffer et enflammer les matériaux environnement. Mauvaise utilisation des rallonges, etc. Le message n'a pas été signé. Bonsoir, mes très chers chroniqueurs de Grand Angle. La Guinée est un pays côtier, mais très malheureusement, le secteur du commerce est laissé pour compte sans sanction. Moussa Silla, depuis l'Ansanaya Barrage. Bonsoir à Grand Angle. Jeune patient de l'AB, une bonne directive prise par le PRG. Je souhaite qu'il diminue le carburant, allège le panier de la ménagère, se concentrer sur l'agriculture, encore l'agriculture. On va aller avec l'invité et puis on reviendra avec les autres. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette première partie de notre émission. Dans un instant, nous allons recevoir Dr Sekou Kourissi Kondé. Il est le directeur général de l'Observatoire national de supervision du référendum en Guinée. Avec lui, nous reviendrons sur la supervision d'abord du référendum, ensuite de la présidentielle du 28 décembre dernier. On le fera juste après ça. Face à l'invité,
La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. De retour donc sur ce plateau avec notre invité, il s'agit du Dr Sékou Kouressi Kondé. Il est le président de l'Observatoire national autonome de supervision des élections dans notre pays. Docteur, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Bien. Bonsoir à toute l'équipe. Bien. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir pour parler du constat que vous avez fait. Comment vous avez trouvé globalement, quelles leçons tire-t-on d'abord de la tenue du scrutin référendaire, là c'était le 21 septembre, et puis la présidentielle le 28 décembre dernier. Oui, d'abord, merci de votre invitation. Merci. Et toutes mes félicitations pour la qualité de vos émissions. Oui, merci. Que je suis un ancien client. Ça fait plaisir. Ancien client. Non, on n'a pas d'ancien client, on a des clients. Un ancien partenaire. Oui. Donc je suis régulièrement vos émissions. Et j'avoue que j'admire de plus en plus la qualité des interventions et le détail que cela porte. C'est important pour la société. Alors, ceci dit, je suis très heureux de me retrouver ici aujourd'hui en tant que président de l'ONASUR parce que l'une des missions principales de l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel et des élections, parce que les dispositions finales du Code électoral autorisent l'ONASUR ou demande à l'ONASUR ou instruit l'ONASUR de continuer la supervision du processus électoral jusqu'à la mise en place du Sénat, donc jusqu'à la dernière élection. Donc l'ONASUR assurera la supervision des élections législatives, régionales, des élections communales et des élections sénatoriales. Qu'est-ce que cela représente pour nous? Donc je disais, je suis très heureux parce que la sensibilisation citoyenne est l'une des missions de l'ONASUR. Et les vertus de cette sensibilisation sont l'information, la qualité de l'information, l'éducation civique. Et je suis très heureux de partager ce moment avec vous parce que j'ai vécu un moment particulièrement intéressant dans ma vie d'acteur de société civile et d'acteur politique, mais aussi dans ma vie d'enseignant. D'enseignant observateur, de chargé de cours ou de professeur de sociologie politique. Quand vous dites un moment particulièrement intéressant, est-ce que ce n'est pas le calme qui a caractérisé ce scrutin ou bien ce n'est pas la facilité que vous avez eue à mener votre mission? Effectivement. Donc, pour un palmarès de 8 à 12 ans d'observation, de gestion de crise dans la sous-région ouest-africaine, je me retrouve dans mon propre pays, dans un schéma électoral où le comportement électoral est complètement différent du comportement électoral il y a juste 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Merci beaucoup, Alpha. Merci. Voilà, selon vous. C'est très important, cette question est pertinente parce que c'est la question que nous nous posons. Du point de vue de la sociologie électorale, il y a ce qu'on appelle le comportement électoral. Les sources du comportement électoral donc, partent de la motivation électorale. Pour la première fois depuis l'indépendance, donc le vote du référendum, le vote pour la proclamation de l'indépendance était considéré comme un vote rationnel. Que veut dire ou qu'est-ce que ça veut dire? Le vote rationnel, c'est le vote portant sur l'intérêt que l'on prouve dans ce vote.
son intérêt personnel. C'est-à-dire que le coût et le bénéfice du vote. Donc, à l'indépendance, c'était la décolonisation, c'était la liberté. Et de l'indépendance à toutes les autres étapes, c'est la première fois qu'en Guinée, un observateur scientifique comme moi est observé, et beaucoup d'autres avec moi, et vous aussi, ont observé que nous sommes dans une vision globale de paix électorale. Et que le citoyen s'est reconnu dans cette vision, s'est approprié de cette vision, et le résultat a donné un comportement électoral apaisant, rassurant. Et c'est cela qu'il faut saluer. On ne doit jamais cesser de féliciter les citoyens guinéens pour ce comportement électoral. Là, c'est une maturité politique ou un ancrage démocratique. C'est l'ensemble des facteurs et des cofacteurs qui ont amené à ce vote rationnel, à ce comportement électoral rationnel. Mais nous sommes dans une vision. Et il ne faut pas avoir peur de le dire, il ne faut pas hésiter de le dire. C'est le président Mamadi Doumbouya. Ça commence là, de toutes les façons. Il y avait une vision globale. C'est le garant des institutions. Il y avait une vision globale qui nous a amenés à ça. Et lorsqu'on constate ça, que les citoyens ne votent plus par identité, ils ne votent plus par émotion, ils ne votent plus dans la violence, dans la tentative de violence, ils ne votent plus dans la peur et dans le risque, mais ils votent dans l'ambiance, ils votent dans la cordialité, dans la convivialité. Ceci mérite d'être reconnu et d'être encouragé. D'accord. Ali Moussoiré. Alors, moi je reviens un peu sur la mission de l'ONASUR. Vous avez parlé ici de l'information et de la sensibilisation, mais malheureusement l'ONASUR a été meublé sans les représentants de la presse. Je le regrette personnellement, je l'ai constaté. Non, vous n'avez pas à le regretter, vous êtes le président. C'est vous qui avez choisi vos hommes. Malheureusement, Monsieur Koné, vous ne pouvez pas nous écarter et vous venez dire que vous regrettez. Je le regrette parce que le législateur aurait dû compléter le nombre de membres de l'ONASUR à 12. Il n'est pas tard. Je n'en démords pas. Et je fais de mon mieux pour expliquer. Parce que lorsque j'ai visité les autres structures parallèles dans la sous-région, en tout cas une des structures parallèles comme la Sénat au Sénégal, ils ne sont pas 11, ils sont 12. Donc, pour la circonstance, ce n'est pas le président de l'ONASUR qui nomme les membres de l'ONASUR. D'accord. L'ONASUR est le fruit d'une loi qu'on appelle la loi 012. Et c'est une loi ordinaire votée par le Conseil national de la transition. D'accord. Donc, le législateur a effectivement regardé et pesé les conditions et modalités de la représentativité de la société au sein de l'ONASUR. Nous avons une représentante du leadership féminin à l'ONASUR, nous avons des représentants des grandes plateformes de la société civile à l'ONASUR, nous avons les représentants des universités à l'ONASUR, nous avons des représentants du législateur, du CNT à l'ONASUR, nous avons les représentants des avocats à l'ONASUR, les représentants des magistrats à l'ONASUR. J'ai été le premier à souhaiter que le représentant de l'audiovisuel complète l'ONASUR à 12 et les échos sont favorables. D'accord. Ça fait tout qu'on peut préparer déjà. Sur le terrain, comment vous travaillez ou comment vous collaborez avec la DGE qui mène quand même toutes ces élections et surtout les prochaines qui arrivent là? Comment sur le terrain vous arrivez à travailler? Vos rapports. Elle aime bien la DGE, ça. Ah, je l'aime bien. Ah oui, c'est normal de l'aimer parce qu'ils abattent un travail gigantesque. D'accord. La mise en place de l'ONASUR est l'une des découvertes électorales, l'une des nouveautés institutionnelles de la refondation de l'État. De quoi s'agit-il? D'accord. La Direction générale des élections, avant la CENI, est l'organe central, l'organe principal qui organise, enfin qui gère le processus électoral, qui commence depuis l'inscription sur les listes électorales, l'enrôlement, les bureaux de vote,
le matériel électoral et tout ce qui s'ensuit jusqu'à la composition des bureaux de vote, la désignation et la formation des agents dans les bureaux de vote, les procès-verbaux et finalement le collecte des résultats et le traitement des résultats. Et à partir des bureaux de vote, il y a la justice qui intervient, qu'on appelle les CACV. Donc lorsque les magistrats s'emparent des résultats, des PV, les magistrats et la DGE roulent vers la centralisation, vers la Cour suprême. D'ici là, il y a le traitement et le décompte et la proclamation des résultats provisoires. À partir de ce moment-là, l'ONASUR rentre en activité. Donc l'ONASUR qui a observé, qui surveille la régularité, le respect des conformités, et la traçabilité et la transparence durant tout ce processus. Donc l'ONASUR est l'observateur et le superviseur. Donc la DGE gère les élections, donc la gestion des élections et le contrôle de gestion des élections. L'ONASUR représente les citoyens. L'ONASUR représente les institutions. L'ONASUR veille à ce que l'aboutissement, le déroulement des élections soit appelé crédible ou crédibilité. Puisqu'on ne peut pas être juge et partie, la DGE ne peut pas organiser et s'autoproclamer, oui, j'ai bien fait, c'est très bien passé, c'est très bien passé. Il faut un témoin pour dire, effectivement, ça s'est bien passé. Et ça, c'est l'ONASUR. Les candidats ou les partis politiques sont en contact permanent avec l'ONASUR. L'ONASUR peut être saisi par n'importe quel citoyen. L'ONASUR peut s'auto-saisir sur n'importe cas d'irrégularité ou de dysfonctionnement. Incidemment, nous signalons à la DGE ou à l'organe, à la HAT ou à la direction générale, enfin au service de défense et de sécurité. Et l'ONASUR et la DGE sont sous le toit du ministère de l'administration du territoire. C'est une expérience nouvelle mais porteuse. Parce que si vous avez remarqué, l'une des données positives de cette élection, c'est que les fonctionnaires de l'administration du territoire, que ce soit les sous-préfets, que ce soit les préfets ou les gouverneurs, ont observé une neutralité totale par rapport aux activités politiques. Ça, c'est... Ils n'étaient pas dans les meetings. Du tout. Ça, c'est complètement nouveau. Ils ont observé. C'est parce que nous sommes sous la même tutelle et lorsque l'ONASUR veut vérifier une situation signalée par un candidat ou par l'état-major d'un candidat, nous nous référons directement au service de l'administration du territoire qui nous mettent automatiquement en contact avec les services intéressés. Je n'ai pas fini. Le ministère des Affaires étrangères, puisque nous avons 500 superviseurs au plan national et international, les observateurs ou les superviseurs à l'étranger sont co-gérés, sont accompagnés par le ministère des Affaires étrangères. Et ceci nous permet, à nous aussi, de faire participer les citoyens guinéens à l'extérieur au déroulement du processus électoral, ma foi, sans interférence quelconque. D'accord. Alors, vous avez dit tout à l'heure que quand vous constatez des irrégularités, vous informez, vous remontez l'information. Votre travail, ça se limite à ça. Supposons, par exemple, que les irrégularités constatées ne soient pas corrigées à temps, ou le parti politique qui a été lésé dans telle ou telle localité, par exemple, dit toujours que le problème persiste. L'ONASUR fait quoi à la suite du constat ou de la requête que vous introduisez? Je suis venu ici cet après-midi parce que j'ai découvert quelque chose. Je suis dans l'observation électorale depuis 12 ans. D'accord. En Afrique et peut-être même ailleurs un peu. Ce que j'ai observé dans mon pays mérite d'être partagé. Et je souhaite que les Guinéens s'approprient entièrement de ce élan démocratique, de cette culture électorale, de ce comportement électoral, pour améliorer les conditions de vie de tous les jours et pour nous amener vers la paix globale et la réconciliation globale, nationale.
lorsque l'ONASUR constate une irrégularité, qu'est-ce que l'ONASUR fait? Nous observons premièrement, nous nous rassurons que l'irrégularité signalée est vraie. Donc la vérification. Après la vérification, nous nous tournons vers l'organe concerné. La DGE, les services de défense et de sécurité, la HAC, le ministère de la Justice, ou le ministère de la Santé publique, ou les organisations de la société civile. D'accord. Ou les candidats eux-mêmes. Il s'est passé 3 ou 4 cas que je n'ai pas besoin de signaler ici, ou de simples incompréhensions relayées en grande pompe dans les médias. Nous avons vérifié, c'est juste une incompréhension. Nous voulons faire notre meeting à Matoto. Le meeting est interdit. Ah bon, c'est interdit? Monsieur le président de la délégation électorale spéciale de Matoto, est-ce que vous avez interdit tel meeting? Non. Nous avons reçu la lettre avant la date de la campagne officielle. C'est la seule raison? Oui, juste la raison. Il faut qu'il attende le début de la campagne pour organiser les meetings, ce qui est justifié. Nous sommes retournés vers le candidat et son état-major. On dit non, nous n'avons pas regardé la date, nous avons regardé les 72 heures exigées avant le dépôt de la demande d'autorisation. Oui, c'est simple. C'est des détails. Ça, c'est des détails. C'est des incompréhensions. Il y en a eu beaucoup comme ça, mais pour la première fois, nous n'avons pas signalé un seul cas de violence. Nous sommes restés en contact avec les 9 candidats ou leur état-major. Nous sommes restés en contact avec les citoyens et les observateurs. Il faut signaler qu'en 2010, nous étions en 2020, nous étions à 2000 observateurs. Là, nous sommes à 10 000 observateurs. Nous étions à 14 000 représentants, agents, fonctionnaires des forces de défense et sécurité. En 2025, nous étions à 47 000. Donc, il y a une explosion de dispositions pratiques prises. Et ça, c'est à saluer. Dans un environnement globalement dirigé vers l'apaisement. Personne n'a remarqué la présence d'un agent de défense et de sécurité. D'accord. Ils se sont complètement fondus dans la peau du citoyen et dans une sorte d'exercice de sécourisme. Il faut le signaler, il faut le saluer. Il faut le saluer, oui. Alpha. Justement, docteur, ces 2 scrutins ont été salués par l'Afrique, le monde, organisés par la Guinée, entièrement organisés par la Guinée de passage. Vous, personnellement, qu'est-ce qu'il faudrait pour maintenir les acquis, pour éviter qu'il y ait une sorte de désintéressement ou de glisser, de revenir dans les vieilles pratiques qui sont encore d'avant-hier là, pour maintenir vraiment le cap pour qu'on puisse organiser d'autres élections à l'image de celles que nous avons les communales, saluées par le monde entier. Moi, je crois... Que faut-il faire pour maintenir l'élan? C'est la sensibilisation. C'est pourquoi je suis venu ici. Le président de l'ONASUR ne parle pas en période électorale. Mais puisque la sensibilisation fait partie de nos missions, il est important que je partage avec vous et que je vous demande aussi de relayer les acquis que nous avons sous la main, les résultats positifs que nous avons enregistrés. Et au plan international, il y a des universités qui s'adressent à nous, au NASUR, pour demander l'exemplarité. Votre expertise. C'est-à-dire, comment ça s'est passé? Sur quelle base? Et ma réponse est très simple. Nous avons trouvé un environnement favorable. Le contexte était favorable. Donc le mérite, ce n'est pas l'ONASUR qui a inventé la paix électorale ou la DGE qui a travaillé à ce qu'il y ait la paix. Nous avons travaillé techniquement et nous avons suivi, l'ONASUR, en ce qui nous concerne, suivi le code électoral, le respect du code électoral. Donc il faut d'ailleurs de passage saluer le travail qui a été fait à ce niveau parce que le Conseil national de la transition a beaucoup travaillé dans le sens de la facilitation, de la compréhension du code électoral et de sa mise en œuvre. Voyez-vous? Donc, encore une fois, le contexte global créé en Guinée en faveur de la paix électorale doit être partagé
par tous les citoyens guinéens. Un taux de participation plus qu'honorable, hein, voyant la moyenne régionale. Alors, docteur, quand vous parlez de sensibilisation, je ne sais pas quelles sont les prérogatives de votre institution, mais est-ce que vous avez échangé avec les candidats? Si oui, quel est le message phare qui a été véhiculé? Est-ce que c'est maintenir le climat de paix quand vous échangez avec les acteurs politiques? Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que le plus souvent, on se réjouit aujourd'hui de l'accalmie qui a caractérisé les élections, mais souvent, quand il y a violence, c'est la cause directe, ou si vous voulez, la conséquence directe des messages que ces leaders véhiculent, soit pendant les campagnes ou avec les militants lors des activités politiques. Le plus souvent, quand vous êtes avec des acteurs, qu'est-ce que vous leur dites concrètement? Mais écoutez, nous ne disons rien de particulier. Ce que nous faisons, c'est d'étaler le mécanisme de supervision. Nous rassurons les candidats pour leur dire, vous ne serez pas trichés. Vous serez traités sur le même pied d'égalité. Et dans la légalité. D'accord. Et nous veillerons à ce que tout ce qui vous arrive, enfin tout ce que vous allez constater comme irrégularité, comme dysfonctionnement, soit pris en compte et corrigé immédiatement sur le coup. Nous avons été vraiment heureux de trouver des candidats tout à fait responsables et tout à fait conscients de l'importance de la paix et d'un déroulement apaisé du processus électoral. Individuellement. Bon, des exceptions peuvent exister, il faut que ces exceptions existent. Alors, docteur, si je comprends bien, l'ONASUR est un organe d'alerte. Mais aujourd'hui, quelle est la différence entre la mission de l'ONASUR et la société civile? Ou bien c'est la société civile version gouvernementale? On peut le dire comme ça. L'ONASUR représente effectivement la société. Mais l'ONASUR est un organe de l'État chargé de veiller au respect du code électoral, au traitement entre les candidats, partis politiques et candidats, au respect du déroulement du chronogramme. Faire en sorte que chaque parti soit rassuré que ce n'est pas fait pour une personne ou contre une personne, ce n'est pas fait pour avantager ou désavantager, mais nous faisons en sorte que tout ce que le code électoral a indiqué soit respecté et par la DGE, et par les candidats, et par les autres acteurs. Maintenant, que tout le monde se soit retrouvé dans la même cadence, c'est ce qui est innovant, c'est ce qui est fascinant, et c'est ce qu'il faut encourager. Et les femmes et les jeunes ont effectivement porté cet élan, cette dynamique. Je dois le signaler aussi. C'est-à-dire que l'ONASUR, ce n'est pas seulement le mécanisme technique que nous avons élaboré, mais aussi l'observation scientifique de la sociologie électorale de notre pays, dans son évolution. Le temps ne nous permet pas de faire une étude comparative. Et entre 1958, le vote historique, le référendum, l'accession à l'indépendance, et ce que la Guinée a subi, mais c'est un recul extraordinaire. Moi, j'étais secrétaire général du Conseil national de la transition en 2010. Le vote a été la raison des divorces dans les familles. Le vote a été les raisons de... Il y a eu des tensions. Est-ce qu'il ne faut pas se dire que le Guinéen a mûri aussi? Mais nous avons évolué. Le citoyen guinéen a évolué, il a mûri, a vu tout ce qui s'est passé les années précédentes. Je pense qu'on a tiré des leçons. Je vais vous rassurer, que cela ne se passe pas automatiquement. Il faut un leadership. Absolument. Cela ne se passe pas automatiquement. Tout à fait. Alors, il faut saisir cette occasion pour garantir les libertés et saisir cette occasion pour prêcher la réconciliation et le pardon. D'accord. Pour que tout le monde, ensemble, nous considérons ce pays comme notre pays, et qu'il n'y ait pas de haine ou d'animosité, de rancune ou de réserve, et que nous puissions aller ensemble vers la prospérité. Bientôt, ça fait toute la rubrique, ça se dit tout de suite. Bientôt les élections, ok, vous allez prendre ça comme... Bientôt les élections, et j'ose croire que l'ONASUR est en train de travailler. Qu'est-ce qui est en train d'être fait sur le terrain? Parce que ces élections qui nous attendent sont un peu plus mesquins que les précédentes. Ça, c'est la DGE prioritairement. C'est le moteur des élections. Oui, à votre niveau. La direction générale des élections. Et des dispositions sont en train d'être prises. Sûrement, ils sortent d'un grand atelier à Kindia. En ce qui nous concerne, nous sommes dans la sensibilisation, pas au niveau seulement
des citoyens, mais au niveau des institutions. D'accord. Pour dire dans quel cadre. Et nous avons élaboré un plan d'action global qui va cerner les difficultés éventuelles et de se saisir de ces difficultés pour les corriger par rapport aux élections à venir. Aux échéances à venir. Il y a 11 experts électoraux et avec un staff très très avisé, et l'ONASUR a l'avantage de pouvoir travailler avec toutes les institutions nationales et internationales spécialisées dans le domaine électoral. D'accord. Vous suivez donc votre émission Grand Angle sur la télévision nationale avec notre invité, Dr Sékou Kourissi Kondé. Nous parlons du processus électoral, d'abord le référendum du 21 septembre, ensuite la présidentielle du 28 décembre dernier. Nous sommes en train de tirer les leçons pour que les échéances électorales à venir puissent encore se passer mieux. Dans un instant, la rubrique « Ça se dit ». Ça se dit. L'invité à votre écoute. Les téléspectateurs de Grand Angle ont la parole. Les chroniqueurs relèvent vos questions et les posent à l'invité sans filtre. Parcours, vie personnelle, domaine d'intervention, rien n'est tabou. De retour donc sur ce plateau, on présente toutes nos excuses à nos téléspectateurs. On ne pourra pas aujourd'hui relayer vos messages. Vous savez, nous avons l'habitude de le faire aujourd'hui. Contrainte du temps oblige. On ne pourra pas les relayer. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. J'assume. Ça n'arrive pas souvent. Hein. Voilà. Alors, docteur, vous avez dit que vous êtes un ancien client, mais moi, je ne dis pas ancien client. Vous êtes notre client. Vous connaissez la rubrique, ça se dit, dans Grand Angle. Nous avons mené une sorte de sondage auprès des téléspectateurs par rapport à l'ONASUR, par rapport à tout ce que vous avez fait, ça c'est qu'on appelle « ça se dit ». Nous allons donc vous rapporter les propos des téléspectateurs et vous allez réagir. Alpha, ça se dit que... Oui, ça se dit que, bon, naturellement, il est très respecté au sein de la société, en tout cas avec les personnes avec lesquelles nous échangeons. Mais ça se dit que vous êtes à votre place, vous n'espériez pas mieux pour servir la Guinée et que cette mission que vous considérez comme peut-être l'une des toutes dernières que vous pouvez rendre aussi à la République, vous êtes prêt à vendre votre peau très cher pour ne jamais l'échouer? Je suis d'accord sur tout. Très cher, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est vrai que j'ai... Vous êtes prêt à vendre votre peau pour ne pas échouer à la tête de l'ONASUR? Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner tout ce que vous pouvez pour... Absolument. Voilà. Absolument. Oui. J'avoue que j'ai été ministre, j'ai été médiateur, j'étais secrétaire général du Conseil national de la transition, j'ai été député. Et en dehors de la Guinée, je suis rentré définitivement au mois de mars 2024 en tant que directeur exécutif de African Crisis Group. Oui. Mais c'est la première fois, donc c'est la première fois que je ressente la confiance. Et ça n'a pas de prix. C'est-à-dire qu'on dise, nous vous faisons confiance, vous et 10 autres collègues, pour assurer la certification des élections. C'est-à-dire que quand la DGE termine son travail par la proclamation des résultats, la Cour suprême attend le rapport de l'ONASUR pour s'assurer que le déroulement a été régulier et que la transparence a été assurée, que la conformité et la traçabilité du processus a été garantie pour la crédibilité. Et c'est sur la base de ce rapport fermé que la Cour suprême, avec d'autres considérations constitutionnelles, sur la base du résultat, se prononce. Donc effectivement, pour ma personne, c'est un immense honneur et je suis effectivement prêt à l'assumer jusqu'au bout. Oui. Ali Moussoiré, en 30 secondes pour la réponse. Oui. Ça se dit, mais aujourd'hui, si un citoyen veut contacter l'ONASUR, quelle est la procédure? Il fait quoi? Écoutez, est-ce qu'il y a un numéro vert ou comment ça se fait? Nous sommes dans le même immeuble que la DGE. C'est le même immeuble qui occupait la CENI. Et bientôt, l'ONASUR à Kamayenne, l'ONASUR aura ses démembrements à l'intérieur du pays, mais nous sommes ouverts. Ok. Il y a un numéro sur lequel on peut vous joindre. Mais tout à fait. Lequel? Tout à fait. Ils peuvent... la secrétaire est déjà ici. Je mettrai le numéro à votre disposition. Mais nous serons toujours heureux parce que nous travaillons avec les ONG qui s'adressent à nous et nous contactons
les citoyens, c'est nous qui le faisons en période électorale pour nous rassurer, mais bien sûr que nous serons heureux d'avoir les sentiments, les réactions des citoyens à la veille, pendant et après les scrutins. Safiatou, vous avez déjà placé votre... Je l'ai déjà placé. Voilà, nous sommes malheureusement... Qui paye Qui rachète mon Sassedi? Personne. Idrissa a déjà vendu son Sassedi avec EDG. C'est EDG qui paye votre Sassedi. Alors, docteur, en 30 secondes, est-ce que vous avez un mot à dire aux citoyens guinéens en regardant cette caméra qui est en face de nous? Oui, c'est des félicitations et des félicitations qui commencent par vous-même. Oui. Des félicitations aux Guinéens et Guinéennes pour ce que nous avons vécu pendant les élections, pendant le référendum constitutionnel et pendant les élections présidentielles. Et souhaiter vivement que ce comportement électoral nous permette d'inaugurer, une nouvelle culture électorale de paix pour la prospérité dans notre pays. Merci beaucoup. Merci à vous quatre d'être venus à ce premier numéro de la semaine très animé. Quand Alpha est là, ça se passe comme ça, surtout à côté d'Idrissa. Merci docteur d'être venu répondre à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à nos cadreurs et réalisateurs qui étaient mobilisés encore pour nous aider à produire ce numéro de Grand Angle. Vous nous avez suivis à l'étranger. Merci de l'intérêt que vous accordez à cette émission. Dieu voulant, on vous retrouve demain avec un autre acteur de la vie politique, sociale, économique et culturelle de notre pays. Portez-vous bien. Ciao.